Si vous cherchez à initier une transformation profonde et à libérer votre potentiel, il y a plusieurs étapes. Et la toute première, essentielle, incontournable, c'est déjà de prendre conscience de votre modèle de pensée. Vous connaissez peut-être cette citation d'Einstein qui dit « On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui l'a créé ». Et le physicien David Bohm dit à peu près la même chose. Si l'on ne remet pas en question le cadre dans lequel nous pensons, alors toute nouvelle pensée sera simplement une extension de l'ancienne. Autrement dit, tant que nous n'avons pas identifié le cadre, le paradigme qui façonne notre esprit, notre manière de penser, alors toute tentative de transformation, par la thérapie ou l'énergétique ou l'apprentissage, elle restera superficielle ou incomplète, parce qu'elle ne s'attaque pas à la racine. Et la racine, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et c'est ce qu'on appelle les croyances socles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Supra Sapiens. Dans l'épisode 1, nous avons introduit deux idées majeures. La première suggère que nos croyances modèlent notre réalité. Et la deuxième suppose que notre potentiel est illimité. Alors aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet en explorant comment fonctionnent nos croyances et quel est leur impact sur notre réalité et notre potentiel. Comme leur nom l'indique, ces croyances sont le socle sur lequel tout notre système repose. C'est la base qui va alimenter et colorer nos perceptions, notre concept de soi, notre concept du monde, et c'est la base à partir de laquelle toutes les autres croyances et toute notre mécanique comportementale et émotionnelle vont découler. Donc c'est pas rien. Et si on veut bien maîtriser ce concept de croyance socle, il va falloir comprendre déjà comment fonctionne un système de croyances en général. Et vous verrez, tout deviendra clair. Le système de croyance, c'est comme un logiciel interne qui détermine nos perceptions, nos comportements dans l'espace, dans le monde, dans la réalité. Notre corps, par l'intermédiaire de notre cerveau, pour agir dans le monde, il a besoin de données, d'informations d'une part, mais aussi, d'autre part, de mettre du sens à ces données. Il doit les interpréter. Et ce sens, ce n'est pas l'extérieur qui le lui donne. Le sens, la signification, l'interprétation, elle provient de l'intérieur. Et l'intérieur, ce sont justement vos croyances, vos modèles, vos repères, vos influences. Votre cerveau va donc interpréter chaque donnée qu'il reçoit, et cette interprétation va s'intégrer dans son système pour devenir une référence interne, un modèle à partir duquel vous allez percevoir, penser et agir dans le monde. Pour schématiser, imaginez que le monde soit composé d'une infinité d'informations brutes, et que votre cerveau, en percevant ces informations brutes, leur donne un sens. Ce sens, cette signification, va produire une image, une représentation dans votre cerveau. Et c'est cette image que nous appelons réalité. Imaginez maintenant une tache d'encre sur une feuille blanche. Une donnée, c'est comme une tache d'encre. Cette tache est neutre, brute, elle n'a pas de sens, elle ressemble à rien si on veut. Mais quand votre esprit regarde cette tache, il peut y voir un visage, un animal ou même une menace. Il ne voit pas la tache, il voit le sens que vous projetez sur cette tache. Et à partir de là, une réalité se construit. Votre réalité. C'est votre interprétation qui va créer votre réalité. En clair, votre cerveau prend une info, il l'interprète, il range cette interprétation dans son système, dans son catalogue, et elle devient un modèle, une référence pour ce que vous allez penser, ressentir ou décider par la suite. Vous vous créez vous-même un modèle du monde. Et ce modèle devient votre réalité, ou on pourrait dire votre expérience de la réalité. Et là déjà, vous pourriez vous demander, mais alors, si cette interprétation, si ces modèles sont créés depuis l'intérieur c'est moi. C'est donc moi qui crée mes croyances et ma réalité ? Excellente question. Oui, c'est vous qui les créez, mais parfois vous n'en avez pas conscience. Car la majorité de vos croyances ont été créées bien trop tôt, bien trop jeunes, pour que vous ayez pu vous poser la question de savoir si elles étaient pertinentes ou non. En fait, quand vous étiez enfant, on vous a appris le monde, on vous a appris une manière de regarder le monde et de mettre du sens sur le monde. On vous a dit,
ça, c'est une vérité, ça, c'est comme ça qu'on l'interprète, et c'est comme ça que votre cerveau, votre système de croyance, s'est formaté, s'est forgé à partir de ce qu'on vous a enseigné. Et donc, c'est là tout l'intérêt de comprendre sur quelles croyances notre système repose. Quelles sont les vérités à partir desquelles je fonctionne. Mais avant de répondre à ces questions, d'où elles viennent, comment les modifier, il faut revenir à la mécanique des croyances. Car quand vous aurez vraiment compris cette base, quand vous y croirez d'ailleurs, quand ce sera intégré dans votre système de croyances, alors le reste pourra s'ajouter et pourra s'éclaircir. Bien évidemment, ces idées, elles ne viennent pas de nulle part, je ne les invente pas. Elles viennent de recherches en neurosciences cognitives contemporaines et plus particulièrement de la théorie du cerveau bayésien, développée par Carl Friston et Andy Clark. Selon cette approche, le cerveau ne perçoit pas la réalité brute comme une caméra enregistrerait le monde. Nous, quand on marche dans la rue, on croit que ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on touche, c'est la réalité extérieure. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Le cerveau ne capte pas passivement ce qui est là dehors. En fait, il anticipe, il modélise, il reconstruit ce qu'il croit être là à partir de ce qu'il connaît déjà, à partir de son expérience. On va prendre un exemple tout de suite avec la perception des objets. Lorsqu'une personne entre dans une pièce et aperçoit une forme rectangulaire avec 4 pieds, le cerveau n'attend pas d'avoir tous les détails pour reconnaître une chaise. Il projette immédiatement le concept de chaise dans l'esprit parce que ce modèle est déjà inscrit dans sa mémoire. Il a déjà la référence de la chaise dans sa mémoire. Même si l'objet est flou, partiellement caché ou d'une forme bizarre ou inhabituelle, il sera perçu comme une chaise parce que le cerveau s'attend à voir une chaise dans ce contexte et que ça reste statistiquement le plus probable. J'ai réalisé une interview avec Yves Rossetti qui s'intéresse aux illusions perceptives. Et d'ailleurs, dans une de ses conférences qui est disponible sur YouTube, c'est comme ça que je l'ai connu, il pose une question élémentaire qui, moi, m'a interpellée. Il dit « Mais pourquoi ne voyons-nous qu'une seule image alors que nous avons 2 yeux ?» Il parle donc de ces illusions perceptives qui montrent à quel point le cerveau peut créer une perception stable et cohérente, même lorsque le monde extérieur est ambigu, incomplet ou contradictoire. En réalité, le cerveau n'enregistre pas le monde tel qu'il est, il le prévoit, puis il l'interprète à travers un filtre composé de croyances, de modèles internes et d'habitudes perceptives. Donc revenons au modèle bayésien et prenons un autre exemple avec la perception relationnelle. Face à une énergie masculine, le cerveau d'une femme pourrait tout de suite interpréter le sujet comme un potentiel dominant ou un potentiel protecteur, et ainsi activer un comportement en conséquence de manière automatique, de manière réflexe. Elle peut soit être dans l'autodéfense, soit dans la confiance, en fonction de ses interprétations. Et en fait, ces réponses comportementales, elles dépendent de son vécu à cette dame avec les hommes et de l'interprétation qu'elle en a faite avant. Lorsque le cerveau reçoit une information sensorielle, il la compare à ce qu'il s'attendait à percevoir et au sens qu'il peut y donner ou qu'il a déjà donné à cette information auparavant. Et dans cette approche bayésienne, le principe c'est que si ce que la personne vit confirme ce à quoi elle s'attendait, alors le modèle est renforcé. Dans l'exemple, si une femme s'attend à ce que les hommes soient dominants et qu'elle croise plusieurs hommes qui agissent de cette manière, ou du moins qu'elle les perçoit de cette manière, alors cette croyance va se renforcer naturellement et ses comportements aussi. Si au contraire, l'expérience diffère suffisamment de ce qui était attendu, par exemple, si elle rencontre des hommes protecteurs, doux, bienveillants, ou en tout cas qu'elle a une perception de ces hommes protecteurs, doux et bienveillants, alors une dissonance va se créer dans son cerveau. Et cette dissonance peut amener le cerveau à ajuster sa représentation du monde et donc ses comportements. Mais attention, ce n'est pas la réalité extérieure qui vient corriger une erreur dans notre tête, comme si une vérité absolue venait nous remettre sur les rails. En fait, le cerveau ne compare jamais ce qu'il perçoit à une réalité objective là dehors. Il compare ce qu'il perçoit à ce qu'il attendait. Une information rentre, il l'interprète d'une manière fidèle à son expérience précédente. Donc il compare ce qu'il perçoit à ce qu'il attendait de par son expérience. Et s'il y a un décalage, une surprise, une dissonance, alors il réajuste son modèle pour que ça colle un peu mieux à l'expérience.
Mais il le fait à partir de lui-même, à partir de ce qu'il connaît déjà, de ce qu'il croit, de ce qu'il a appris. C'est ça une dynamique bayésienne. C'est une mise à jour permanente de la réalité perçue, non pas en fonction d'un réel absolu extérieur, mais en fonction de l'écart entre ce qui est attendu et ce qui est ressenti. Mais nous verrons qu'il n'y a pas que les nouvelles expériences qui viennent réajuster le modèle de croyance. Une prise de conscience de la croyance, du ressenti et de l'interprétation qu'on est en train de faire peut permettre de prendre du recul sur le schéma et d'en enclencher un nouveau. Ainsi, ce que nous appelons réalité est donc en grande partie une construction prédictive, c'est-à-dire une version du monde reconstruite à chaque instant, façonnée par ce que vous croyez, ce que vous attendez et ce que vous êtes prêt à reconnaître. Autrement dit, ce que vous croyez, vous le projetez. Ce que vous projetez, vous le percevez. Et ce que vous percevez, vous le confirmez. Et vous le croyez à nouveau. Et ce que vous croyez va à nouveau se projeter. Et ça crée une boucle de croyance qui a tendance à se renforcer. C'est ce qu'on appelle un cercle d'actualisation. Une réalité construite à partir de ce que vous croyez déjà être vrai. Avant, on croyait que ce qui était dehors était vrai, et puisque c'est vrai, on le croit. Je crois ce que je vois. Alors qu'avec cette interprétation, avec cette compréhension maintenant, c'est l'exact opposé. C'est parce que nous croyons intérieurement que quelque chose est vrai, et qu'en plus de ça, on s'y attend, que ça va se refléter dans notre réalité, dans notre expérience vécue, et ça devient ainsi, je vois ce que je crois. D'où l'idée que ce sont nos croyances qui modèlent notre réalité. Ces idées renversantes sur les croyances, le grand philosophe et psychologue William James les avait déjà formulées au XIXe siècle, bien avant les neurosciences modernes. Pour lui, une croyance n'est pas simplement une opinion ou une idée abstraite dans l'esprit, c'est une force vivante, une règle d'action. Une croyance agit comme un principe moteur. Elle influence vos décisions, oriente votre attention et façonne vos comportements. Si vous croyez qu'une chose est possible pour vous, alors vous allez l'envisager, l'essayer et peut-être la réaliser. Mais si vous croyez que c'est impossible, même inconsciemment, alors vous ne la voyez même pas, vous ne l'envisagez pas, vous passez à côté. Et c'est ce que James montre avec force. Vos croyances définissent ce que vous êtes capable de percevoir et donc d'actualiser dans votre vie. Actualiser, ça veut dire rendre réel. Il disait, la croyance crée le fait, c'est-à-dire ce que vous croyez profondément influence ce qui devient réel dans votre expérience. Ce que vous tenez pour vrai devient votre réalité vécue. À la même époque, Charles Sanders Peirce, considéré comme le fondateur du pragmatisme, décrivait lui aussi la croyance comme une force agissante. Pour Peirce non plus, une croyance n'est pas une simple idée abstraite ni une conviction figée dans l'intellect. Pour lui, c'est une habitude d'agir, un schéma vivant, intégré, qui se manifeste dans vos comportements concrets. En fait, vous ne savez pas vraiment ce que vous croyez tant que vous n'observez pas comment vous agissez dans le monde. Pour Peirce, une croyance se reconnaît non pas à ce que vous dites ou ce que vous pensez, mais à ce que vous faites spontanément, à ce qui guide vos décisions, vos réactions et vos élans. La croyance, c'est comme un bouton d'action qui s'allume tout seul. C'est une structure incarnée, enracinée dans le corps, dans les automatismes et dans les attitudes. La croyance déclenche l'action et le comportement en mode automatique. De cette façon, croire que vous n'êtes pas assez bien, c'est pas simplement penser ça de vous. C'est carrément l'intégrer dans votre système d'action et donc éviter certaines relations, saboter vos projets, vous retenir d'oser. En fait, c'est vivre à travers cette idée comme si elle était vraie. Et à force d'agir selon une croyance, on finit par devenir ce qu'elle dit. Non pas parce qu'elle est vraie en soi, mais parce qu'on l'a laissé structurer notre réalité vécue. Vous devenez ce que vous croyez. Ce qui est dingue, c'est que cette idée, sur le fait que les croyances impactent la réalité et notre perception de la réalité, on la trouve pas seulement dans les neurosciences, dans la psychologie, dans la philosophie. On la trouve aussi au cœur de la physique moderne. Et ça, c'est ça qui m'a interpellée.
Et c'est ce que montre le cubisme, le quantum bayésianisme. C'est une interprétation de la mécanique quantique qui a été développée par Christopher Fuchs. Pour poser un petit peu le cadre du quantum bayésianisme, il faut savoir que cette approche ne cherche pas à décrire la réalité en soi. Elle cherche à redéfinir ce que ça signifie que de faire une expérience scientifique. Ce que ça signifie que de faire une mesure, ce qu'ils appellent une mesure. Donc pour le cubisme, le résultat d'une expérience ou d'une mesure quantique, comme ils l'appellent, n'est pas un fait indépendant que l'on découvre. Le résultat d'une mesure quantique est pour eux une expérience vécue, qui prend forme dans la rencontre entre un agent et le monde. Il ne s'agit donc pas d'un monde figé, prêt à être observé à la loupe ou au microscope, mais il s'agit d'un monde qui répond à l'interaction. Ce que nous appelons réalité est en fait une réalité participative. Et Chris Fuchs le dit très clairement, un état quantique ne représente pas la réalité, mais les probabilités d'un agent reflétant ses degrés de croyance à propos des émergences futures. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'émergence d'un phénomène dépend de la manière dont l'agent se représente ce qu'il croit possible de vivre. Chris Fuchs ne dit pas que la croyance crée le monde. Il dit que ce que le monde nous renvoie passe toujours par notre manière de le questionner, de l'aborder et d'y croire. Dit autrement, le monde tel qu'il est n'est pas indépendant de notre expérience subjective, de notre propre expérience. Le monde tel qu'il est donc dépendant de notre propre expérience. Il n'y a pas de différence entre le monde et notre expérience. Cette réalité est dite participative car elle se manifeste dans l'interaction entre nous et le monde. Et cette manifestation varie selon nos attentes, notre posture intérieure, notre niveau de confiance et de croyance dans ce que nous sommes prêts à accueillir. Alors, évidemment, le cubisme s'intéresse au monde quantique, à l'infiniment petit, à la réalité quantique. Mais si, à ce niveau fondamental, la réalité dépend de ce que l'on croit possible, alors pourquoi ça ne le serait pas à notre échelle, voire à l'échelle de l'infiniment grand ? Personnellement, je pense qu'il y a là assez de raisons valables avec toutes ces démonstrations de penser qu'en effet, notre système de croyance façonne notre réalité vécue. Et si on revient sur l'impact de la croyance sur le potentiel humain, on pourrait résumer toutes ces idées en une seule phrase. L'humain est ce qu'on lui dit qu'il est, et son potentiel dépend de ce qu'il croit possible ou non. Et honnêtement, je pourrais même m'arrêter là en fait. Je pourrais faire un seul épisode et conclure sur la nature du potentiel humain avec cette phrase, avec cette simple phrase, parce que tout est dit. L'humain est ce qu'on lui dit qu'il est, et son potentiel dépend de ce qu'il croit possible ou non. Mais bon, ça serait dommage de s'arrêter là. Il y a encore plein de choses à découvrir. Et personnellement, il m'a fallu un peu plus d'explications et de preuves et de répétitions avant d'intégrer ces principes et de les appliquer dans ma vie. Principes d'ailleurs que je continue d'apprendre et d'appliquer avec vous. Parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Quoique, ça serait pas une croyance limitante, ça ? Bon, on va continuer du coup. Le sujet des croyances est tellement riche et tellement déterminant dans notre rapport à la réalité que bien évidemment, on ne peut pas tout résumer à ce seul épisode et qu'il faudra qu'on y revienne. Alors maintenant que vous avez compris comment fonctionne le système de croyances et son influence sur notre réalité, il sera plus facile de comprendre les croyances socles et les autres types de croyances d'ailleurs qui agissent dans le système. Car nous allons voir que toutes les croyances ne se valent pas. Certaines sont superficielles, d'autres plus fondamentales, et leur impact est donc très différent sur notre réalité et sur notre vie, d'où l'intérêt de les distinguer. Et on va les distinguer sous forme de pyramide. Donc imaginez une pyramide à 3 étages. Le sommet est léger, fragile, malléable, et la base est dense, solide, profonde. Donc tout en haut de la pyramide des croyances, il y a les opinions. Ce sont vos idées, vos avis sur les choses, sur les gens. Ce sont vos pensées du moment que vous pouvez défendre dans un débat. Ce sont des croyances qui sont conscientes. Vous avez conscience de vos opinions et de ce que vous pensez. Et elles sont légères parce que vous pouvez les changer facilement.
Par exemple, vous pourriez penser « Oh, j'aime pas trop le yoga » ou les podcasts sur le potentiel humain, c'est pas trop mon truc. Eh bien, il suffit que vous croisiez une belle gosse qui fait du yoga et qui vous invite à son cours, ou alors que vous écoutiez cet épisode jusqu'à la fin, et boum, vous changez d'avis. Vos croyances initiales ont été modifiées, car vous avez eu de bonnes raisons de les changer, et c'est tout à votre avantage. Toujours sur la pyramide des croyances, on descend un cran plus bas. Et là, il y a les croyances conceptuelles. Elles sont un peu plus profondes et elles sont peut-être parfois plus difficiles à observer. Ces croyances conceptuelles sont les idées que vous avez intégrées sur la vie, sur les autres ou sur vous-même. Elles traitent des concepts que l'on se fait autour de la famille, du travail, de la réussite, de l'argent, des relations. Par exemple, il faut travailler dur pour réussir, je dois plaire pour être aimé, il faut tricher pour être riche. Ces croyances peuvent provenir d'expériences de vie ou elles sont simplement héritées. Par apprentissage, par répétition, par mimétisme, de la famille, de l'école, de la culture. On peut les transformer, bien évidemment, mais cela demande du travail. Ça demande un peu plus d'attention et parfois un accompagnement. C'est d'ailleurs ce qu'on explore en thérapie ou en coaching. Et c'est déjà un énorme pas. Mais c'est pas encore la racine. Et la racine, c'est le niveau 1, la base de la pyramide, là où se trouvent donc les croyances socles. On les appelle aussi les métacroyances, car elles sont plus globales, elles sont plus larges, elles sont plus profondes, plus invisibles. En fait, ce sont celles qui forment le socle mental sur lequel tout le reste repose. Elles ne concernent pas vous, personnellement, elles concernent le réel, ce que vous croyez du monde, ce qu'est un humain, ce qui est possible ou non. Parmi les exemples de croyances socles, il y a « le monde est extérieur à moi, indépendant de moi ». Tout est fait de matière. La vie provient de la matière. L'esprit est produit par le cerveau. Ma génétique détermine mon état de santé. Ces croyances, on les réfléchit pas en fait. Elles sont vécues comme des évidences. Aussi évidentes que le sol sous nos pieds. Elles semblent d'ailleurs si évidentes qu'il est inconcevable de les remettre en question. Et pourtant, tout notre système repose dessus. Donc on a intérêt à savoir ce qui se cache derrière ces croyances socles. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette description des niveaux de croyances se retrouve chez de nombreux auteurs. Prenons Gregory Bateson, anthropologue, biologiste et penseur de l'esprit. Lui, il ne faisait pas référence au niveau de croyance, mais au niveau logique. D'ailleurs, ses travaux ont profondément influencé notre compréhension du changement, du processus de changement. Il ne parlait pas seulement de changer nos idées, mais de changer le cadre dans lequel nos idées prennent sens. Il montrait que la plupart des transformations que nous vivons restent en surface, alors que les vrais bouleversements se produisent en profondeur, là où se forment nos cadres invisibles. Donc dans sa description des niveaux logiques, il va identifier plusieurs niveaux de transformation, qui vont du plus superficiel au plus radical. Donc au niveau le plus superficiel, vous pouvez changer un comportement. Vous réagissez autrement, vous faites un choix différent. Par exemple, vous avez l'habitude de scroller sur votre téléphone avant de dormir, et un jour vous décidez de remplacer cette habitude par 10 minutes de lecture ou de respiration. Vous avez donc changé une action ponctuelle, un comportement, sans remettre en question les raisons profondes derrière cette habitude. Si on va un peu plus en profondeur, il y a le changement de règles implicites. Donc, ici, vous allez remettre en question une norme que vous croyez absolue, que vous croyez vraie et qui n'a pas raison d'être changée. Par exemple, vous avez toujours pensé qu'il est mal poli de dire non à une invitation ou une demande d'aide. Mais un jour, vous réalisez que dire non pour respecter vos besoins, c'est pas un manque de politesse, c'est un acte de respect de soi en fait. Et donc dans ce cas de figure, vous remettez en question une norme sociale ou personnelle implicite que vous suiviez sans la questionner. Ensuite, si on va un petit peu plus en profondeur encore dans les niveaux de transformation, on peut transformer le cadre dans lequel ces règles prennent sens. Et on découvre en fait qu'il y a d'autres manières possibles de voir les situations. Par exemple, vous avez toujours cru que rater un examen, ça voulait dire que vous étiez nul. Et en fait, vous découvrez que dans d'autres cultures ou dans d'autres systèmes pédagogiques, l'échec est perçu comme une étape normale d'apprentissage, même nécessaire. Et là, vous commencez à vous dire, mais mes erreurs sont en fait des opportunités. C'est pas juste une preuve d'incompétence, c'est une opportunité d'apprendre.
Et là, vous changez l'interprétation de l'expérience elle-même. Vous pourrez donc ainsi voir tous vos échecs ou toutes vos situations de vie depuis un autre œil. Parce qu'en fait, il y a plusieurs manières d'interpréter une même information, une même situation. Et c'est ça le travail d'ailleurs qu'on fait en profondeur quand on veut soigner son passé. Parce que peut-être que vous l'avez interprété d'une telle manière qu'il est douloureux. Alors qu'il y a peut-être d'autres manières de le voir qui seraient en fait des leçons, des apprentissages pour avancer et être plus fort dans la vie. Et donc au dernier niveau des niveaux de transformation dont Gregory Bateson parle, il y a le métacadre. C'est cette structure invisible à partir de laquelle vous percevez, vous jugez, vous pensez, vous ressentez, vous décidez. Par exemple, depuis toujours vous avez intégré que la réalité est extérieure, indépendante de vous, puis, en explorant de nouvelles approches scientifiques et philosophiques, vous réalisez que votre conscience participe à la co-création du réel. Et ça remet en cause toute votre vision de la réalité, de vous-même et du pouvoir que vous avez dans votre vie. Et vous touchez là au niveau paradigmatique, au niveau de votre modèle du monde, cette structure invisible qui détermine ce que vous croyez possible, pensable ou réel. Et c'est exactement là que se logent les croyances socles. Ces croyances-là, vous ne les voyez pas parce que vous regardez le monde à travers elles. Elles ne sont pas dans le champ, elles sont le cadre du champ. Et tant que vous ne touchez pas à ce niveau, tout changement reste partiel, limité, fragile. Alors vous pouvez méditer, faire de la thérapie, lire des livres. Si ce moule est toujours là, vous continuerez de tourner en rond dans le même système. Alors ne vous étonnez pas et ne vous flagellez pas non plus si le changement que vous espériez n'a pas eu lieu en profondeur. Parce que vous n'avez peut-être pas idée de ces croyances socles invisibles qui vous maintiennent dans une manière de voir la réalité et de vous voir dans cette réalité. Et ça nous concerne tous. Pour ceux qui connaissent la PNL, vous avez peut-être déjà entendu parler de la pyramide des niveaux logiques de Robert Dilts. En fait, il a repris les travaux de Bateson avec ses niveaux logiques et il les a transformés en pyramides pour montrer que plus on agit sur les niveaux profonds, donc les croyances, l'identité et la vision du monde, plus la transformation est durable. Quand vous transformez une croyance socle, vous ne changez pas juste un comportement, vous changez de réalité. C'est comme dans une maison. Vous pouvez repeindre les murs, ce qui s'apparente à changer ses comportements. Vous pouvez bouger les meubles, ce qui pourrait signifier améliorer ses capacités. Vous pouvez aussi changer de déco, donc faire valoir vos valeurs. Mais tant que vous ne touchez pas aux fondations, tant qu'elles sont bancales, tout le reste de la maison va trembler. Eh bien, les croyances socles, ce sont les fondations de votre maison intérieure. On va prendre encore un dernier auteur, et pas des moindres, pour illustrer ces croyances socles. Il s'agit du philosophe Ken Wilber. C'est une figure majeure de la pensée intégrale. Il parle lui aussi de ce cadre invisible qui façonne toute notre perception, et il appelle ça la structure de conscience. Pour lui, chaque être humain vit à l'intérieur d'un système d'interprétation du réel. Un système qui contient des croyances, des valeurs, une certaine logique du monde. C'est un peu comme un système d'exploitation mentale. C'est comme si vous aviez un logiciel à l'intérieur à travers lequel vous regardez la vie, les autres et vous-même. C'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Vous croyez que vous voyez la réalité ? En fait, vous voyez une version de la réalité construite depuis ce logiciel. Vous croyez que vous pensez librement ? Mais en fait, c'est ce système qui vous a appris ce qui est pensable et ce qui ne l'est pas. Et ce système, vous ne l'avez pas choisi. Il vous a été transmis par votre culture, votre époque, votre environnement social. Vous êtes né dedans. Vous ne l'avez pas choisi parce que vous étiez trop petit et qu'on vous a inculqué cette manière de voir le monde, cette réalité-là. Et cette structure de conscience, c'est comme une matrice invisible. Ça définit donc ce que vous croyez possible, ce que vous considérez comme vrai et ce que vous prenez pour évident. C'est donc là aussi que se logent les croyances socles. C'est dans cette structure de conscience collective que personne ne voit, mais que tout le monde subit. Et en effet, si on appelle ces croyances socles des métacroyances, c'est parce que ça façonne notre manière de voir le monde. Et donc, vous n'êtes pas seul à avoir cette manière de voir le monde. Nous sommes tous collectivement éduqués de la même manière. Nous avons grandi dans une culture similaire, et ceci depuis plusieurs siècles.
Alors voilà pourquoi on ne peut pas juste changer nos pensées ou travailler sur nos croyances limitantes en surface. Parce que tant qu'on n'a pas mis en lumière le système lui-même, on reste enfermé dans la même vision du monde, avec les mêmes limites, les mêmes angles morts et les mêmes plafonds, la même structure invisible. Et nous, ce qu'on va faire ensemble, justement, c'est ça. C'est de rendre visible l'invisible, de nommer, identifier et décrire ce qui nous a façonnés, et surtout, ce qui nous a limités et ce qui nous limite encore. Alors maintenant que nous avons bien cerné comment fonctionne le système de croyances et les niveaux de croyances dans ce système, maintenant que nous avons compris que ces croyances socles forment un cadre invisible, une structure profonde, un moule dans lequel nous avons été formatés, on peut se demander naturellement, mais alors quelles sont mes croyances socles ? Quelle est ma vision du monde, ma perception du réel, qui pourrait me limiter et limiter mon potentiel ? Et surtout, comment je peux agir dessus ? Grande question, et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. En attendant, et comme le dit Charles Sanders Peirce, pour reconnaître vos croyances, il faut observer vos comportements. Ce sont eux qui vous donneront des indications sur votre modèle du monde. Donc, si vos comportements sont limités ou limitants, observez-les et posez-vous la question : quelle serait la croyance profonde sur ma vision du monde ou du réel sur ma perception du monde qui me pousserait à agir ainsi ? Restez connectés parce que dans le prochain épisode, vous aurez justement des pistes pour déterminer quelles sont les croyances socles à partir desquelles vous percevez le monde et qui pourraient être limitantes pour vous, votre vie et votre potentiel. Merci à tous pour votre écoute attentive. Merci de liker, de partager et surtout, dites-moi en commentaire si votre avis a changé au sujet des croyances, de la réalité et du potentiel humain. À bientôt.